Bonjour, nous parlons aujourd'hui de diplomatie chinoise et nous parlons de la fin du profil bas. La Chine a changé de discours depuis peut-être bien plus longtemps qu'on imagine. Je vais essayer de faire dans cette petite vidéo une espèce d'historique rapide euh, des étapes de ce changement de discours et des domaines, des champs dans lesquels on peut effectivement mesurer que la Chine a changé d'attitude. Donc, avant d'être nommé président de la République en 2009, Xi Jinping, lors d'un voyage au Mexique, a tenu dans l'ambassade de Chine un discours qui ne trompait pas. Donc je vais vous lire un extrait qui vous donne un petit peu la substance. Dans ce discours, il dit qu'il y a certains étrangers bien nourris qui n'ont rien d'autre à faire que de nous montrer du doigt. Premièrement, la Chine n'exporte pas la révolution. Deuxièmement, nous n'exportons pas non plus, nous, la pauvreté ou la famine. Troisièmement, nous ne provoquons pas des problèmes chez les autres. Que peut-on dire de plus ? Voilà le propos un petit peu amer de Xi Jinping lors de cette allocution à l'ambassade de Chine. Vous la trouvez sur les Wikileaks 10 mars 2009. Voilà, il y a là un contraste manifeste avec les discours désormais insistants sur le thème du gagnant-gagnant. Depuis 1996, remontons encore plus loin, un groupe d'intellectuels, 5 intellectuels célèbres en Chine, ont co-signé un livre qui s'appelait déjà « La Chine peut dire non ». 1996. En 2009, ils ont co-signé un livre qui s'appelait « La Chine n'est pas contente ». Alors, puisqu'on parle des jeunes, sachez aussi qu'il y a en Chine un mouvement qu'on appelle les Fengqin. Fengqin, c'est la jeunesse en colère. Ce sont les jeunes en colère, ce sont des jeunes nationalistes. C'est eux notamment qui avaient initié le boycott contre Carrefour avant les Jeux Olympiques. Voilà, donc on a des signes d'inflexion du discours chinois, en tout cas une pression, que ce soit de la base populaire jusqu'à Xi Jinping lui-même, qui en 2009 était déjà, vous vous en doutez bien, en course pour la plus haute fonction qui devait se libérer donc en 2012. On avait déjà les signes donc d'une inflexion du discours chinois. Autre chose qui aurait pu nous alerter, et en tout cas dont il faut tenir compte, c'était la présence très ancienne de Wang Huning. Présence parfois intermittente, mais finalement toujours soutenue et qui ne se démentit pas sur le plan idéologique. Wang Huning, présent depuis 1988 dans les journaux de l'université Fudan et qui militait pour la promotion d'une hypercentralisation du pouvoir afin d'avoir une meilleure redistribution des richesses et une croissance économique plus rapide. Wang Huning, c'est le grand idéologue du parti au sommet de l'État. Et encore une fois, même s'il lui arrive de s'éclipser lors de certaines réunions très importantes, il est finalement toujours là. En 2013, regardez sur le plan militaire maintenant, si vous voulez,
pour changer un petit peu de registre, l'Armée populaire de libération qui titrait La compétition silencieuse. Voilà, une allocution de l'Armée populaire de libération sur ce thème, la compétition silencieuse. Un article qui vise l'hostilité supposée des Américains contre la Chine et leur guerre idéologique. Voilà, donc un article qui visait le soft pouvoir américain, un article dans lequel Xi Jinping lui-même mettait en garde contre le piège de Thucydide, ce qu'on appelle le piège de Thucydide. Pour rappeler brièvement l'histoire, c'est le piège dans lequel est tombée Sparte en livrant une guerre à Athènes, dont elle craignait la concurrence. Athènes était en train de prendre son envol et Sparte a essayé de la couper dans son élan en lui livrant une guerre. Et vous savez que cette guerre, loin de freiner l'élan d'Athènes, loin de l'arrêter, l'a au contraire accéléré. Donc attention de ne pas retomber dans le même piège. Voilà ce contre quoi Xi Jinping mettait lui-même en garde, craignant évidemment les effets de cette guerre monétaire, économique, idéologique, commerciale, qui ne peut jamais évidemment être gagnée d'avance. Donc on a toujours intérêt à alerter, parce que si cette guerre était un piège de Thucydide, elle profiterait à la Chine. Mais évidemment, c'est ce qu'on ne peut pas savoir avant de l'avoir menée jusqu'au bout. Donc c'est incertain pour tout le monde, y compris pour les Chinois. Et Xi Jinping a bien été avisé de mettre les Américains en garde. En 2016, vous savez que Xi Jinping a considérablement militarisé la fonction présidentielle. Il est devenu commandant en chef des armées. Vous savez qu'il a pris la décision d'occuper de facto la mer de Chine méridionale, les petites îles de l'archipel des Spartley. Il a installé en 2017 et 2018 une base militaire dans l'est de l'Afrique, à Djibouti, et il a pris un certain nombre d'initiatives, notamment en mer de Chine méridionale, au mépris des décisions de la Cour permanente d'arbitrage de l'Haye. Donc on voit que la Chine n'est plus dans la stratégie du profil bas qui était explicitement thématisé par Deng Xiaoping, mais le discours et les pratiques de fait ont changé. Enfin, et c'est peut-être sur ce dernier point culturel que je voudrais terminer cette vidéo, l'affirmation d'un modèle chinois, Zhongguo Moshi, depuis 2008. Zhongguo Moshi, un modèle chinois qui s'exprime entre autres par la théorie du Zhongguomeng, c'est-à-dire du rêve chinois, et qui est l'affirmation d'un retour à la pensée traditionnelle avec une morale et une éthique de type confucéen et légiste, qui attaque frontalement le libéralisme et la démocratie à l'occidentale, tout en réglant au passage les problèmes de corruption interne, ce qui a évidemment beaucoup contribué à la popularité de Xi Jinping à l'intérieur même de ses frontières. Et on a une stratégie, alors ça c'est tout à fait c'est nouveau et c'est particulièrement fort parce que ça s'est mis en place en 2014 et c'est un projet qui prend une expansion absolument
colossale, une stratégie d'exportation de ce modèle culturel chinois. Donc la Chine devient productrice de normes, y compris donc sur le plan culturel, avec le projet des routes de la soie, qui n'est pas simplement un projet, je dirais, économico-commercial. Il ne s'agit pas simplement de vendre des produits commerciaux, mais aussi de nouer des partenariats forts dans le cadre non pas du bilatéralisme, du multilatéralisme, pardon, comme le président Xi Jinping l'a dit à qui voulait l'entendre, parce qu'il parlait en Europe lorsqu'il est venu en France en 2019, mais en réalité dans le cadre d'accords bilatéraux. Et donc au mépris, là je parle pour l'Europe, au mépris de ce projet européen, il est vrai un peu poussif, qui ne va pas jusqu'au bout, mais que Macron et Merkel essayent d'opposer à la poussée, à la pénétration de la Chine en Europe. Voilà, Zhang Weiwei parlait de la vague chinoise et de l'émergence en 2012 d'un État civilisationnel, excusez-moi, émergence d'un État civilisationnel. La Chine, c'est pas simplement des produits commerciaux bas de gamme. Or, sur le plan commercial et technologique, il y a une montée en gamme absolument extraordinaire. Et puis, c'est désormais effectivement un projet civilisationnel, un modèle politique alternatif qui se fait sentir, j'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres vidéos, mais je le répète, qui se fait sentir en Grèce, en Pologne ou en Hongrie, dans une moindre mesure au Portugal, mais tout de même, c'est la pénétration du modèle autoritaire en politique en Europe, avec ce qu'on appelle désormais ici la poussée des démocraties illibérales. Voilà, alors ces démocraties illibérales, tout comme les dictatures africaines, sont nourries par le modèle, chinois. Voilà, il y a donc une solution chinoise au problème de la postmodernité, aux problèmes écologiques, économiques, qui sont des problèmes majeurs auxquels les démocraties libérales peinent à répondre. Ce Zhonghua Fang'an, cette solution chinoise, eh bien désormais il va falloir l'étudier. Elle est une proposition de réponse au défi de la globalisation, face à la fatigue idéologique des démocraties illibérales, qui se traduit chez nous très clairement par en Europe par le Brexit, encore une fois par la progression des démocraties illibérales, mais aussi aux États-Unis par l'élection d'un Donald Trump. Voilà comment s'exprime, pour conclure d'un mot, l'affirmation culturelle, militaire, économique et idéologique de la Chine. Sont des points très importants à méditer et je continuerai de le faire dans les prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous à très bientôt.